un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaquant de Bischleck là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission un peu spéciale aujourd'hui parce qu'après une petite coupure, on reprend nos thèmes un peu spéciaux et notamment la course au World Tour 2023, on vous en avait parlé régulièrement depuis le début de l'année et là on s'est dit avec Grégory que ça pouvait être une bonne idée de refaire un petit point parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé et des bonnes nouvelles pour les formations françaises. Je vois Cofidis 97 sur le chat, j'en profite parce que Cofidis est la grande gagnante de ces dernières semaines. Donc bref, on va évoquer tout ça, la course au World Tour 2022, les invites aussi pour les grands tours la saison prochaine, et puis tout simplement le point sur qui marche et qui marche pas. Donc avec moi j'ai Grégory. Salut Grégory. Salut Charles, salut tout le monde. Alors Greg, on a essayé de changer nos petites habitudes. D'habitude on met une image figée, mais là je me suis dit que ça pouvait être sympa de reprendre le site de notre ami G8 Vélo qui fait un très bon travail de récapitulatif sur son site. Donc je vous l'ai mis en streaming parce que ça peut être pratique et ça donne un aperçu assez global des points de chacun, non seulement de cette année. Donc cette année c'est la partie droite du tableau et au milieu vous avez les points sur la période 2020-2022. Profite pour saluer Ben aussi qui nous rejoint sur le chat. Alors Grégory, je le disais en introduction, le grand enseignement de ces dernières semaines, puisque ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'émission sur le sujet, c'est que Cofidis a dépassé, puis un peu largué, à vrai dire, la formation Israël Première Tech. Ouais, c'est ça, Cofidis a enchaîné quand même pas mal de perfs ces dernières semaines. Du coup, on a eu notamment une belle victoire et des bons résultats dans l'ensemble de Max Walscheid notamment. On a Guillaume Martin qui a assuré comme d'habitude. On a même Yonis Aguirre qui a été chercher ses petits classements généraux et tout ça cumulé, et notamment au World Tour d'ailleurs, ça a fait pas mal de gros points et ça leur a permis non seulement de rattraper leur retard, mais aussi de distancer quelques adversaires directs et ainsi reprendre une belle marche en avant et enfin essayer de bien rester dans la course pour se maintenir. Et pour l'instant, c'est pas mal du tout et ils font un bon début de saison. Donc il faudra voir si la dynamique reste la même, mais en tout cas ils sont bien partis pour le moment. Ouais, c'est vrai que Greg, ils ont inversé la tendance. Après, pour être complètement honnête, Israël Première Tech a vraiment pas de bol depuis le début de saison, parce qu'entre le Covid, les grippes, les bronchites, etc., ils ont été assez servis. Il y a aussi Nizzolo, je crois, qui s'est blessé au poignet. Van Asbrook a aussi été annoncé blessé là, il y a quelques jours. Michael Woods a été forfait pour quelques courses. On n'a pas trop vu Fuglsang. C'est vrai que là, la formation Israël Première Tech à prendre plein fouet tous ces petits soucis de santé de début d'année et elle prend cher en termes de points. Ah, c'est ça, Israël est en difficulté pour l'instant. On n'a personne en particulier qui surperforme par rapport aux saisons précédentes. On a juste peut-être éventuellement le Canadien Hugo Hull qui fait un début de saison assez correct par rapport à ses standards habituels. Et effectivement, Simon Clark qui lui était promis à une retraite et qui a un peu sauvé le coup en début de saison. Mais c'est vrai qu'il va falloir inverser la tendance. Alors ça tombe bien puisqu'il va y avoir la saison des classiques, notamment ardennaise, qui devrait réussir à Michael Woods, qui lui assure pas mal, qui assure pas mal en ce début de saison, mais là où il a pu être présent, et puisqu'il a eu connu quelques forfaits. La saison des classiques flandriennes n'est pas du tout terminée, et normalement on est censé avoir des spécialistes comme Seb Van Mark qui commence quand même à accumuler le poids des ans et qui manque quand même pas mal de réussite, mais on a quand même des coureurs normalement dans l'effectif qui sont censés pouvoir tirer leur épingle du jeu sur les courses de ces prochaines semaines. Normalement, ça devrait être quand même des semaines clés, je pense, pour l'équipe. Ouais, tu l'as dit Greg, et c'est très juste, hein, les semaines qui arrivent sont vraiment des semaines clés, puis parce qu'on arrive dans un enchaînement là, de classiques un peu différentes,
avec la fin des Flandriennes et le début des Ardennaises. Et d'ailleurs, Cofidis nous fait remarquer sur le chat que Walscheid va manquer. C'est vrai que Walscheid a été victime malheureusement d'un accident de la circulation et il avait accumulé pas mal de points depuis le début de la saison. Très bonne recrue pour les hommes de Cédric Vasseur et on ne sait pas combien de temps il va être indisponible, donc ça risque de manquer à Cofidis. Et là, Israël, Greg, elle a vraiment intérêt d'accélérer le rythme, parce que sinon ça va être très très compliqué, parce qu'une fois qu'on va sortir de cette séquence là qui arrive avec quelques courses par étapes, le Romandie et les Ardennaises, on va vite arriver sur la période des grands tours où c'est un peu plus dur de faire la différence, que là c'est les grosses armadas qui prennent un peu le pas sur les autres, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ils ont quand même quelques coureurs qui sont quelque peu en difficulté par rapport à d'habitude, notamment Ben Hermans qui d'habitude va aller chercher tout le temps des points là où ça se voit quasiment pas. Il va toujours chercher des classements généraux à droite à gauche sur les petites courses, notamment les calendriers, enfin le calendrier italien sur les 2.1 par exemple, ou sur des courses d'Europe de l'Est. Et bah, là, pour l'instant, il ne le fait pas. On a le Canadien Piccoli qui ne marque pas forcément de points non plus, même si c'est pas du tout un leader d'équipe, mais c'est un coureur qui peut aller chercher aussi des points un peu partout sur des courses secondaires. Et bah, ça manque pas mal ces coureurs-là qui ne scorent pas du tout. Et du coup, ça fait quand même pas mal de points en moins. Et à côté de ça, les leaders ne sont pas spécialement en réussite pour l'instant. Donc il va vraiment falloir inverser la tendance et je pense quand même assez rapidement. Du coup, ça pourrait peut-être jouer sur le comportement de certains coureurs aussi dans l'équipe. Alessandro De Marchi, par exemple, qui est connu pour tout le temps aller dans les échappées. Et peut-être qu'il va être un peu plus calme et qu'il va essayer d'aller scorer sur certaines courses et obtenir des gros résultats. Ça peut changer aussi le comportement, oui, de coureurs dits offensifs qui pourraient être un peu plus conservateurs et essayer de maximiser leurs chances de faire des résultats. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, Greg, il y a une autre équipe qui était super bien partie, c'est la Lotto Soudal. Et puis malheureusement, un peu comme Israël Première Tech, elle a perdu son leader, puisque Caleb Ewan n'a pas repris la compétition. Il devait faire Milan-San Remo, on devait le voir là un peu sur les semi-classiques. Et finalement, il est toujours absent et c'est vraiment très très préjudiciable en termes de points, parce qu'on voit que le seul Arnaud Delis ne peut pas combler les manques et n'est pas encore, même s'il est très prometteur, au niveau de son leader australien. Ouais, c'est ça. Concernant l'Auto-Soudal, ouais, il y a vraiment une trop forte dépendance des leaders de l'équipe. Et enfin, dès que ceux-ci sont sur le carreau, il n'y a personne pour assurer l'essentiel derrière. Et ça devient très compliqué. Là, je ne vais pas dire par chance, mais avec de la réussite, on a Campenars qui a fait un bon résultat sur à travers la Flandre et ça fait du bien. Ça fait du bien à l'équipe, mais c'est vrai qu'à côté de ça, on a Delis qui fait un très bon début de saison et qui est vraiment la révélation de l'équipe. Wellens a été pas trop mal sur le début de saison, mais on le voit un peu moins en ce moment. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui score dans l'équipe et ça manque pas mal. Et du coup, je pense qu'ils vont être vraiment concernés par cette lutte jusqu'aux toutes dernières courses. Et enfin, ils sont quand même mal embarqués pour l'instant. Il va falloir se ressaisir pour eux aussi, pour les leaders, avoir plus de réussite. Et il va falloir aussi que certains coureurs arrivent à se révéler aussi et scorer plus. Ouais, puis est-ce qu'il n'y a pas un risque, Greg, parce qu'on parle beaucoup des points, parce que c'est forcément le sujet de l'émission, mais je pense à Arnaud Delis et je t'écoutais attentivement. Arnaud Delis, je trouve qu'il a beaucoup couru depuis le début de la saison. Là, dimanche, on va l'envoyer aux Pays-Bas courir la Volta Limbourg Classique. Bon, il peut certainement gagner ou faire un podium, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de surutilisation et du coup de cramer des néo-pros en leur imposant un rythme de compétition beaucoup trop conséquent? C'est une possibilité. Après, il va falloir voir aussi la caisse qu'a Arnaud Delis exactement. On ne sait pas trop, mais effectivement, oui, c'est un très bon sprinter et il risque d'être envoyé un peu partout sur les courses d'un jour ou certaines courses par étapes où il pourrait s'imposer, où il pourrait obtenir des bons résultats. Et
Ça peut réussir, comme ça peut aussi cramer un peu le coureur, ou même, même envoyer le coureur sur des courses qui ne lui conviendraient pas, qui n'affectionnerait pas particulièrement. Donc c'est un néo-pro, mais il faut peut-être pas non plus l'envoyer n'importe où. Après, je pense qu'il est bien content de sa réussite pour l'instant depuis le début de saison, mais je suis pas certain que ce soit intéressant de l'envoyer un peu n'importe où. Donc à voir par la suite. Je pense qu'un retour Day One lui ferait pas mal de bien, mais c'est vrai que pour l'instant on a l'impression que c'est un peu l'assurance tout risque pour marquer des points. Et enfin, c'est dommage un peu de compter quasiment uniquement sur lui. Il manque quand même de profondeur d'effectif chez Lotto, et quand les leaders sont sur le carreau, il n'y a pas il y a personne derrière en fait qui arrive à remplacer les leaders qui sont un peu en difficulté ou blessés. Ouais, ça reste compliqué. Même le groupe grimpeur aussi est vraiment en difficulté, je trouve. Il marque quand même assez peu de points. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu de vélo nous le dit sur le chat, De Ligt, un meilleur marqueur de points pour l'auto en ce début de saison. C'est vrai que c'est assez symptomatique quand même, Greg, de ce que tu pointais, de la faiblesse de l'effectif ou de son manque de profondeur en tout cas, parce que même si c'est très bien, hein, tant mieux, c'est une pépite et je cherche pas à critiquer Arnaud Delis, loin de là, mais c'est quand même assez problématique que son meilleur scoreur au bout de 2 mois de compétition, bah, ça soit un mec qui vient de découvrir le monde professionnel. Van Gils disparu des radars depuis le Saudi Tour, c'est vrai qu'il avait fait un excellent Saudi Tour. Van Gils, comme nous dit Cofidis, et depuis on ne le voit plus trop. J'en profite pour saluer Golap City et Polska qui nous rejoignent en même temps sur le chat. Greg, pour revenir un peu de manière générale à cette lutte, on a cité Cofidis qui a très bien remonté, Israël qui est un peu en perdition, notamment à cause des pépins de santé, et Lotto Soudal. Est-ce que tu vois une autre équipe là, à l'heure actuelle qui serait concernée par cette lutte pour les 18 premières places? Équipe concernée, c'est vrai que au début de saison, on avait quand même Arkea Samsic qui était quand même largement concerné par cette lutte. On avait Intermarché ou Antigobert aussi, c'est pareil, qui était largement concerné. Et ce sont deux équipes qui ont quand même fait de très gros débuts de saison et qui ont remporté des courses, et notamment sur le World Tour, et ça a quand même beaucoup scoré. Alors du coup, derrière, on peut quand même pointer, même si s'ils ont quand même une avance assez confortable, on peut quand même citer EF Education, qui a marqué quand même très peu de points depuis le début de saison. Donc ils ont quand même 1600 points d'avance à peu près sur Israël Premier Tech. Ça reste à peu près confortable, mais ils n'ont marqué quand même que 735 points depuis le début de la saison, et ça c'est quand même à noter. Donc attention, même si normalement dans l'effectif il y a quand même des coureurs qui devraient assurer l'essentiel, notamment sur des classements généraux de grand tour, avec Uran, avec Hugh Carty notamment, des coureurs pour les classiques ou pour les semi-classiques avec des Valgren. Normalement ça devrait être pas mal, mais ça reste quand même à signaler. Et puis ils ne sont pas à l'abri non plus d'une blessure d'un leader qui tomberait vraiment très mal. Donc ça reste à surveiller quand même. Tout à fait, ouais. Puis c'est vrai que tu parles de blessures, Greg, et j'allais dire que c'est le fil rouge, pas vraiment, mais ça a été un élément, en tout cas vraiment, qu'on a dû prendre en compte côté équipe depuis le début de la saison. Là, pour l'instant, Cofidis s'en sort bien, puisque, enfin, même si Walscheid a été victime d'un accident de la route, en termes de points, finalement, c'est pas grand-chose par rapport à la perte d'autres équipes. Je précise que je me place juste sur le plan des points, hein, pas du tout sur le plan humain, pardon, loin de là. Mais si jamais Guillaume Martin ou si Brian Cocard venait à se faire la clavicule ou quelque chose comme ça pourrait inverser la tendance. Et pour finir sur cette première partie, il y a une question, Greg, de Cofidis. Il nous parle de Bike Exchange. Tu parlais de densité chez EF, c'est un peu aussi le cas quand même. Il y a des gros leaders chez Bike Exchange. Est-ce que tu les penses également à l'abri? 100% à l'abri, non. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même dans leur effectif des leaders qui assurent pas mal sur le circuit World Tour, notamment avec Simon Yates qui est quand même assez efficace là où il est leader.
Michael Matthews rapporte aussi souvent de très gros points. Normalement, c'est vrai que mec, s'il n'est pas forcément trop en réussite, enfin complètement en réussite pour l'instant, Groenewegen aussi devrait assurer et rapporter des bouquets, et notamment sur le circuit World Tour. Et c'est ça qui devrait faire la différence. En fait, ils ont quand même pas mal enfin pas mal, ils ont quand même une bonne triplette de gros leaders et qui rapportent pas mal de points. On a même Caden Groves qui s'est révélé récemment en Catalogne et qui a remporté des étapes sur le circuit World Tour. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, ils sont pas complètement à l'abri, justement. Ouais, Et pareil, il faudrait puis, pas que Simon Yates soit absent quelques mois, quoi. Ça pourrait être. bah, c'est ça, en fait, ils comptent sur quelques coureurs pour faire de gros résultats. Et si jamais l'un de ces coureurs venait à se blesser ou être malade, enfin bref, ou être écarté en tout cas sur une certaine période, ça pourrait les mettre en difficulté. Donc, à voir, mais c'est vrai que sur le papier, en tout cas, ils ont quelques leaders qui peuvent leur permettre justement de s'en sortir, mais rien que sur le talent de 3-4 coureurs, en fait. Alors, on va passer au classement 2022. Greg, notamment pour les World Tour, il y avait 3 formations que je voulais pointer du doigt parce que ça me paraît être des exemples assez intéressants pour l'émission. Tout d'abord, la première, c'est Astana, et je vais cliquer dessus comme nous le dit G8 Vélo, pour qu'on s'aperçoive un peu de ce qui se passe dans cette équipe. Alors, on sait que c'est trop compliqué, Greg, et puis je vais te laisser rentrer dans les détails, parce qu'il y a des soucis financiers, notamment via la société de paiement qui est basée au Luxembourg, et qu'apparemment on aurait des petits problèmes avec la patrouille, si j'ai bien compris. Et Astana, ils ont 900 et quelques points, mais le total est largement tronqué, hein, parce qu'il y a eu les championnats d'Asie, et on vous l'avait dit avec Greg dans une émission précédente, les championnats continentaux rapportent scandaleusement un nombre de points assez phénoménal, et du coup ça biaise un peu le résultat. Mais en tout cas, Greg, Astana met pas un pied devant l'autre depuis le début de l'année, et heureusement qu'elle a une grosse marge, parce que là on voit que c'est très très compliqué en termes de résultats purs. Oui, effectivement, et il va falloir voir où ils en seront en fin de saison, parce que c'est vrai que pour l'instant la dynamique est particulièrement mauvaise, et bah, à voir, hein, puisque bah, s'ils restent dans ce type de dynamique, ça pourrait quand même les enfoncer un peu plus dans la crise. On verra, mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, leur nombre de points est très bas, et en plus est largement surévalué par les championnats d'Asie qui ont eu lieu récemment. Et pour ceux qui ont pu suivre d'ailleurs les championnats d'Asie, il y avait quand même pas grand monde, et du coup les points étaient quand même, on pouvait les avoir relativement facilement, si je puis dire. Encore fallait-il être présent, effectivement, mais oui, ce sont des points qui ont été acquis assez facilement, et bah, enfin, rien ne dit que les coureurs comme Gleb Brzezinski notamment, Fedorov, ou encore, enfin même Zeitz, c'est pas dit du tout qu'il soit dans le top 10 de la formation Astana à la fin de saison. Donc, ce sont des points qui sont marqués et qui sont acquis, certes, mais qui ne valent pas forcément. Il ne pas forcément énormément, et à mon avis, enfin, Astana, si Astana reste dans cette dynamique, il risque d'être dans les dernières formations du World Tour, en tout cas sur l'exercice 2022. Ouais, parce qu'en plus, CPT nous le dit très justement sur le chat, Lutsenko s'est malheureusement cassé la clavicule, et c'est peut-être le meilleur coureur de l'effectif, donc ça va pas aider comme il le dit. Greg, je voulais parler d'Astana avec toi, parce que ça m'amène à un volet un peu plus extra-sportif, on dira, mais la situation politique, sans rentrer dans les détails, parce que c'est pas du tout notre domaine de prédilection, est assez compliqué au Kazakhstan. En plus, avec ce qui se passe en Russie et en Ukraine, on sent que ça peut être un peu compliqué. Il y a quand même une réelle possibilité qu'Astana ne soit plus là l'an prochain. Et c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que si jamais elle disparaissait, malheureusement, ce qu'on ne souhaite pas, ça laisserait la 19e place vacante, et donc une possibilité à l'instant T pour Israël Premier Tech de se retrouver quand même, enfin de rester en World Tour. Oui, c'est ça, et bah, ça pourrait faciliter enfin, la lutte de certaines équipes de bas de tableau du World Tour. Et enfin, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui vont regarder la situation d'Astana de près,
Ça n'empêche qu'il ne va pas falloir s'endormir non plus, mais c'est vrai qu'Astana Astana est en difficulté cette année et on ne sait pas du tout si l'équipe pourra poursuivre l'an prochain. Après, c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années qu'il y a des soucis, qu'il y a des soucis dans l'équipe Astana, qu'on entend parler Des luttes de de pouvoir, une de influence. salaires non payés, qu'on entend parler de Vinokourov qui ne s'entend plus avec d'autres membres du staff ou d'autres sponsors. On a des sponsors qui s'en vont, qui arrivent, qui s'en vont. Enfin, c'est vrai que c'est une situation assez compliquée, même la licence qui change de pays d'une année à l'autre. En tout cas, l'atmosphère n'est pas forcément sain et j'ai l'impression qu'en interne, ça doit pas être forcément génial non plus, puisque les résultats ne suivent pas. Donc il va falloir en tout cas inverser la tendance, à voir. Il y a des coureurs. Certains coureurs peuvent assurer des classements généraux corrects, tel David Delacruz. On ne sait jamais ce que peut faire Puis un Lopez aussi, ouais. Vincenzo Nibali ou Miguel Angel Lopez. Normalement, peut faire un podium sur un grand tour, sur une Vuelta notamment. À voir, mais la dynamique pour l'instant n'est pas spécialement bonne. Donc il va falloir se ressaisir, et en plus de ça, il y a quand même un manque aussi au niveau de la profondeur de l'effectif à côté de ça. Oui, clairement. Alors, une autre équipe que je voulais évoquer, et on a l'habitude de dire qu'elle trosse le haut des classements, et c'est plutôt une surprise. On avait un peu abordé le sujet la semaine dernière lors de la sortie du dimanche. Greg, c'est la Quick Step Alpha Vinyl. Alors, elle est pas à la rue, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein. Surtout, vous fâchez pas si vous êtes fan de la formation de Patrick Lefebvre, mais ce qu'on peut voir au travers du tableau et du classement du site de G8 Vélo, c'est que si je me trompe pas, elle doit être septième. Enfin, elle était septième mardi lors de la mise à jour. Ça a peut-être changé depuis, va falloir qu'on vérifie. Mais en tout cas, elle n'est pas dans le top 5 des premières formations du World Tour. C'est peut-être la première fois depuis une dizaine d'années que ça arrive, Greg. On a vu la Quick-Step gagner, hein, elle a encore beaucoup de victoires, je crois quasiment une vingtaine. Mais en World Tour, c'est assez compliqué, notamment sur les classiques, son terrain de prédilection. On voit que c'est plus dur, elle n'a quasiment pas existé. Je crois que le seul podium de la saison pour l'instant, c'est Casper Asgreen sur l'Estrade Bianche. Et lors des Flandriennes, c'est chou blanc complet, quoi. Tout à fait. Je regarde le classement et du coup, je vais pointer, puisqu'on est en plein dans des classiques flandriennes et on arrive plutôt sur la fin d'ailleurs. On peut pointer notamment Zdenek Stibar qui n'a que 4 points pour l'instant. On peut pointer Lampard qui a 22 points pour Je vais l'instant. aller sur le classement, tiens d'ailleurs, comme ça vous pouvez le voir. Même Davide Ballerini, 7 points, qui est censé pouvoir être efficace sur les classiques flandriennes en plus du sprint. Du coup, on voit quand même que c'est le groupe flandrien et d'une manière générale est en difficulté. Et la plupart des points acquis de l'équipe reposent sur Remco Evenepoel, sur les courses à étapes pas trop difficiles, on va dire, puisqu'il a montré des limites en montagne, et sur les super sprints de Fabio Jacobsen ou Mark Cavendish, qui a fait quand même quelques sprints très corrects, et même Casper Asgreen qui pourtant a eu un début de saison assez compliqué, et quand même le troisième scoreur de l'équipe. Ah, même Alaphilippe, hein, au final, qu'on voit pas beaucoup Ouais, et on qui le est voit, cinquième. on le voit pas énormément, mais il est top 5. Pareil pour Florian Sénéchal, Ethan Vernon qui au final ne fait qu'un bon Tour de Catalogne, il est aussi dans le top 10. Et c'est vrai qu'on, tu l'as dit, on ne voit pas Ballerini qui est très loin, 22e, Lampard 18e, Badgioli 16e, Cataneo 28e, pas un seul point pour Mattia Cataneo quand même depuis le début de la saison. Stibar, ouais, 4, bon, Cavani a été blessé, donc c'est un peu un cas à part, mais est-ce que c'est la pire année au final de ces 10 dernières saisons de la Quick Step? Ah, je t'ai perdu en passant. Pardon, j'avais oublié de remettre mon micro. Non, mais effectivement, il y a eu quelques. C'est vrai que la formation Quick-Step a été quand même moins efficace que ces dernières saisons, en tout cas au moins sur le début de saison. Donc à voir, il y aura peut-être une tendance qui va s'inverser, et peut-être que l'équipe sera plus en réussite sur d'autres terrains que sur les classiques. Faudra voir. Bon, déjà
les Flandriennes ne sont pas tout à fait terminées, on ne sait jamais, peut-être un sursaut, peut-être de grosses perfs à la fois sur le Ronde et sur Paris-Roubaix, on ne sait jamais. Ou peut-être un Alaphilippe retrouvé sur les Ardennaises, on verra bien aussi, mais à voir, c'est vrai qu'ils sont pour l'instant en demi-teinte. On verra, mais peut-être qu'il y aura un sursaut. Je regarde le classement, je vois Oui, parce aussi qu'après, Catalogne. Greg, faut le dire quand même clairement pour être objectif, il y a quand même un effectif qui peut permettre de tout casser très rapidement, quoi. Oui, c'est vrai, mais je pense il suffit juste d'une dynamique qui change et ça pourrait vite changer. Les résultats pourraient s'inverser. Faudra voir. Il y a pas mal de gars qui sont quand même très talentueux, qui n'ont pas encore marqué de gros points. Donc, je pense que ça peut s'inverser. Peut-être pas forcément sur les terrains initialement attendus, mais il y a quand même, pour le coup, et contrairement à bon nombre d'autres équipes, telles Lotto Soudal ou autres, il y a une profondeur d'effectif et il y a quand même pas mal de gars qui peuvent scorer et assez rapidement, effectivement. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on remarque que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur nos forums, j'ai l'impression que depuis quelques semaines, ils ont tous piscine, les fans de la Quick Step. On les voit presque plus, alors qu'ils enchaînaient les BAM à longueur de temps dès qu'il y avait une victoire. Là. On les trouve. Enfin, moi, je les trouve très très discrets. Je sais pas ce que tu en penses, Greg. Non, mais oui, c'est vrai que ça a tendance à se calmer quand l'équipe a fait des performances en demi-teinte. C'est dommage. Il faudrait suivre l'équipe en permanence et échanger en permanence, y compris quand l'équipe est en difficulté, voire même pour ceux qui sont un peu plus sur le terrain, mieux expliquer quelles sont les difficultés, les maladies, blessures, ou si c'est juste une spirale de la malchance. Mais oui, d'une manière générale, ça reste quand même préférable d'échanger à longueur d'année sur l'équipe qu'on supporte. Ouais, tout à fait. Ou alors, faut être fan, je sais pas, de Novo Nordisk. Comme ça, t'apprends un peu la stratégie de l'échec et puis tu deviens meilleur. Je plaisante, hein, bien sûr, j'ai rien du tout contre Novo Nordisk, bien loin de là. C'était petite plaisanterie. Troisième et dernière équipe sur laquelle je voulais qu'on insiste, Greg, c'est Arkea Samsic. Alors elle marche vraiment sur l'eau depuis le début de la saison. C'est assez impressionnant. Je vais vous mettre le classement des coureurs. Tu vois que là, dans le top 10, il y a vraiment du gros point et quasiment tout le monde a scoré, même les équipiers lambda, hein, sans leur faire offense, bien sûr, sur ce terme-là, pardon. Ah, effectivement, Arkea Samsic, très, très en réussite et qui fait vraiment un super début de saison avec un Quintana retrouvé, notamment Nasser Bouhanni qui a gagné aussi, Hugo Hofstetter qui est quand même très impressionnant et qui enchaîne plein de placettes et c'est vraiment super, super efficace et plus de 600 points UCI d'ailleurs pour lui. Et ouais, c'est vrai que on a le 10e scoreur de l'équipe à 125 points, ce qui est assez correct. C'est Maxime Bouet pour le citer. C'est assez correct et ça correspond à peu près au résultat du 10e scoreur l'année dernière pour DSM notamment. Il me semble, je ne sais plus Ouais, exactement ça doit qui être à peu près ça. c'était. Je me demande, il me semble que c'était Van Wilder, mais de mémoire. Sans être sûr, mais effectivement, il y a quand même une bonne densité dans les résultats et c'est très encourageant. Mais il y a quand même quelques coureurs derrière qui n'ont pas scoré grand-chose et qui pourraient très bien se réveiller par la suite. Donc, faudra voir, mais c'est vrai que rien que sur la triplette Quintana, Bouhanni, Hofstetter, je pense qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui aimeraient avoir ce type de leader pour scorer. Et derrière, on a des coureurs qui sont pas ridicules du tout, avec Amaury Capiot et Warren Barguil qui pourraient très bien d'ailleurs scorer dans quelques jours ou semaines sur les Ardennaises notamment. Donc à voir, et on a Mathis Louvel qui est quand même pas mal du tout, et à voir aussi avec Connor Swift qui pourrait lui aussi se remettre à scorer prochainement et maintenir un peu la dynamique de l'équipe. En tout cas, je pense qu'ils ont fait largement le plus dur et que la question de savoir s'ils seront bien au World Tour l'an prochain ne dépendra à mon avis que des conditions financières ou enfin en tout cas de véritables attributions de licence. Mais sur le sportif, je pense que c'est bon pour eux.
Oui, tout à fait. Pardon, j'avais coupé mon micro. D'ailleurs, je vois qu'il y a Golab City qui nous dit étant fan des Girondins de Bordeaux, je trouve que Quick-Step gagne trop. C'est vrai que quand on est fan des Girondins de Bordeaux, ça peut être aussi assez compliqué en ce moment. Greg, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais noter sur ce classement 2022, des équipes qui surperforment ou qui sous-performent? On peut noter, tiens d'ailleurs, c'est une équipe qui attire beaucoup de sympathie chez les suiveurs. Une OX finalement maintient un rythme assez intéressant quand même, je trouve, depuis le début de la saison. Oui, et bah, ils ont fait récemment un très bon tour de Catalogne en mettant 2 gars dans le top 10, ce qui est pas mal du tout et ce qui n'était pas spécialement attendu. On a Rasmus Tiller qui est toujours présent, bon, qui est rarement vainqueur, mais toujours présent sur les classiques difficiles, sur le plat surtout. Et ça permet quand même de bien avancer au niveau du classement UCI. Bon, pas pour être leader des Pro Conti, mais ils sont toujours bien présents. Donc à voir où ça les mènera en fin de saison. Mais c'est une équipe qui est quand même assez intéressante. Peut-être, on a peut-être quand même le sprinter Alvorsen qui est un peu en difficulté pour l'instant et qui n'a pas véritablement scoré. Mais c'est assez intéressant à voir et je pense que de cette manière-là, ils auront peut-être de plus en plus de wildcard sur le World Tour et peuvent rêver peut-être à enfin une wildcard sur un grand tour d'ici l'an prochain ou au pire dans 2 saisons s'il reste sur cette dynamique. En tout cas, je pense que c'est juste une question de temps si la dynamique reste la même. Ouais, tiens, je voulais noter aussi DSM. DSM, c'est pas si mal que ça. Enfin, ça reste quand même dans le bas du World Tour, hein, faut pas raconter l'histoire. Mais finalement, ils sont devant Israël, devant Astana et devant EF Education. Tout à fait. Bah, on a un petit peu sur ces dernières semaines, on a eu un Soren Kragh Andersen retrouvé qui a réussi à aller chercher des bons résultats et qui s'est battu d'ailleurs pour obtenir ces résultats. Et ouais, c'est vrai qu'on les a quand même pas mal pointés en difficulté et c'est vrai que ça reste quand même relativement fragile puisqu'il n'y a pas énormément de gros scoreurs dans l'équipe. Mais l'équipe n'est pas si mal. Enfin, ses leaders, en tout cas. C'est vrai qu'il y a pas forcément grand monde qui a beaucoup scoré et qu'on a certains noms qui apparaissent en difficulté, même notamment John Degenkolb. Mais ça restera à voir pour la fin de saison. Mais Romain Bardet, je pense, devrait quand même continuer à assurer l'essentiel sur les classements généraux de courses par étape ou de grands tours et sur certaines classiques. Pense qu'il, je pense qu'il devrait faire une saison assez correcte, en tout cas qu'ils ne seront pas spécialement menacés. Maintenant, Ouais, parce que est-ce qu'elle n'a pas je pense sauvé que l'essentiel, Greg, l'équipe DSM, parce qu'elle était très décriée, hein, avec un effectif très très juste. Et là, quand on regarde le classement après un petit peu plus de 2 mois de compétition, on voit qu'elle est toujours 11e à un peu plus de 1000 points, 1118 points d'après le tableau de G8 Vélo. Si je dis pas de bêtises, elle a encore 2500 points d'avance sur la 19e place. D'ailleurs, elle score plus que la 19e équipe, donc finalement, elle a rien perdu du tout sur la relégation, puisque ça ne joue plus au niveau de Cofidis. Donc est-ce qu'elle est complètement tirée d'affaire et que c'est pas l'essentiel pour elle, parce qu'on sait que ça va être compliqué pendant les 3 années à venir, parce qu'elle n'a pas là l'équipe pour monter en gamme, mais l'essentiel c'était vraiment d'assurer le minimum cette année, comme je le disais, pour surtout pas redescendre en Pro Team, quoi. ouais, c'est ça. Bah alors, en ce qui concerne le côté sportif, disons que sur les 3 ans, je pense que c'est assuré. Il devrait pas être, je pense pas qu'il soit menacé, sauf vraiment grosse catastrophe, mais il devrait pas être menacé pour une relégation. Et bah, je pense que pour eux, le plus dur commencera l'année prochaine, enfin en tout cas à l'intersaison et renforcer leur équipe ou en tout cas ou trouver des jeunes coureurs dans leur effectif qui seraient à même de se révéler en tant que leader pour la suite parce que l'effectif reste quand même relativement fragile. Donc ça et renforcer l'équipe, aller chercher des coureurs ou alors faire monter encore des coureurs de leur équipe de réserve, mais ça manque un petit peu pour l'instant
leaders ou en tout cas de coureurs qui assurent des points même dans l'ombre. On n'a pas énormément ça dans l'effectif. Je regarde aussi un petit peu les points qui ont été marqués cette saison et je vois que notamment le sprinter Casebolt n'a pas marqué un seul point et ça c'est quand même un point relativement noir Mais qui devrait pour scorer, hein, l'équipe. parce que mathématiquement, en enchaînant les places d'honneur à un moment, il y a Ouais, une tout à petite fait. Et marge, je pense. pour l'instant, il n'y a rien, donc c'est assez dommage. Donc, je ne dois pas être spécialement en réussite pour l'instant, mais Mais c'est presque une bonne oui, je nouvelle, en pense fait, que Greg, c'est ce que je voulais dire. Du coup, quand tu arrives à quand même avoir un peu plus de 1000 points sans casse-bol, tu dis, comme tu le disais pour d'autres équipes, qu'il y a une petite marge et que normalement, lui, il devrait rentrer dans ce fameux top 10, quoi. oui, c'est ça. Bah, normalement, moi, s'il se remet à faire ses placettes à droite, à gauche ou à gagner l'une ou l'autre étape, il devrait réussir à rentrer dans le top 10. Donc, ça restera à voir. Après, on a Leknesund qui commence à faire des placettes un peu sur les classements généraux aussi. Donc, il faudra voir s'il essaye d'évoluer encore et de progresser dans cette voie. Il faudra voir ça. Peut-être qu'il marquera un peu plus de gros points. C'est vrai que c'est un coureur qui peut rapporter des gros points, notamment sur les championnats de Norvège, contre la montre, Oui, tout à fait. des choses comme ça. Donc, ce sera à voir. C'est vrai que certaines équipes ont tendance à marquer pas mal de points au moment des championnats nationaux. Donc ça Mm. aussi, c'est un point qui sera à voir. Il y a des équipes qui ont un paquet de nationalités différentes représentées et Oui, et notamment qui peuvent... Israël Startup Nation, d'ailleurs. Israël ouais, c'est Premier ça. Tech, pardon. Oui, et puis ça peut faire un bon pactole de points sur le mois de juin. Donc ce sera vraiment à surveiller juste avant le départ du Tour de France. Il pourrait y avoir pas mal de modifications au classement à partir enfin, juste à l'issue de ces championnats nationaux. C'est vrai qu'ils sont fortement pourvoyeurs de points et ça pourrait changer pas mal la donne, mais à voir. Après, c'est vrai que pour l'instant, sur les 3 ans, il y a quand même des écarts qui ont été faits et que si ça peut changer un peu la donne, ça va pas non plus faire une révolution. Ouais, alors tout à fait. Alors pour terminer l'émission, on va prendre vos questions maintenant, parce que je vois qu'il y en a quelques-unes sur le chat, et puis on va se faire un plaisir d'y répondre avec Greg. Je remercie Balducior aussi qui vient de renouveler son abonnement pour 2 mois. Grand merci à toi. Alors il y a Cofidis qui nous demande, est-ce qu'il y aura une descente chaque année après? Non, normalement on repart sur un système de 3 ans, mais bon, il va falloir vérifier tout ça, parce que vous savez bien qu'avec l'UCI, on n'est jamais à l'abri de changements dans les règlements d'une année sur l'autre, ou même d'un mois ou d'une semaine sur l'autre. Donc il faudra être très vigilant quand même aux publications de l'UCI à la fin de la saison 2022. Mais normalement, on repart sur une période de 3 ans. J'ai vu d'autres questions, Greg, et je vais te la donner, celle-ci. C'est Aedegeis qui nous demande à quoi sert la relégation si de toute façon il n'y a aucune équité sportive réelle avec de telles différences de budget. Alors ça c'est une bonne question, mais c'est vrai que ça permet aussi à certains sponsors qui sont engagés depuis peu de pouvoir sponsoriser aussi une équipe qui a des ambitions de monter en World Tour et qui jusqu'ici ne pouvait pas. Donc ça permet aussi de multiplier, si c'était encore possible, les possibilités de sponsoring et de concurrence de sponsoring pour toutes ces équipes. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a, ça pose aussi souci, parce qu'il y a des équipes qui sont quand même largement supérieures à d'autres et qui raflent un peu tous les résultats quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué, ça peut décourager certains sponsors de s'engager, mais avec justement ce système de montée descente, ça peut Oui, ça donne aussi une visibilité sur 3 ans à un sponsor, en gros, quoi. oui, ça peut encourager un sponsor à investir et essayer de bâtir une équipe sur 3 ans, puisque c'est vrai que c'est difficile aussi de se lancer, d'avoir tout de suite une équipe qui va jouer les premiers rôles en World Tour. Donc ça peut permettre de construire progressivement un effectif et justement au terme des 3 ans d'avoir d'avoir une équipe compétitive et qui serait à même de lutter l'année suivante
pour jouer un peu les premiers rôles en World Tour, 3 ans, c'est un peu le temps de vraiment de bâtir une bonne structure, ou alors si on se rate, ce sera la descente, voire même l'arrêt de l'équipe. Ouais, Ce puis serait triste là, d'arriver. je continue à lire vos remarques sur le live. Lucian nous dit le budget ne fait pas tout, c'est vrai, et on a pris tout à l'heure l'exemple d'Israël Première Tech qui marchait pas trop. Il faut le dire, le salaire de Chris Froome, c'est 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, c'est énorme. Pogacar marge à 6. Il doit encore être dans les 3 à 4 coureurs les mieux payés du peloton, alors que clairement, il met pas un pied devant l'autre, qu'on l'envisage même pas terminer dans le top 50 d'une épreuve de classe 1. Et encore une fois, j'ai rien contre Chris Froome, hein, je parle juste purement et factuellement de son niveau sportif. Enfin, pour 5 millions par an, c'est vraiment le néant. On nous parle de Wanty qui a le plus petit budget. Wanty va revaloriser normalement Binyam Girmay, mais Binyam Girmay, revalorisation à hauteur d'environ 900 000 euros par an. Pardon. Donc on est quand même à 5 fois moins qu'un Chris Froome qui fait rien du tout, quoi. Et William Guermet qui gagne en World Tour, du coup, donc c'est beaucoup plus efficace. Maintenant, c'est vrai que après, il faut voir. Je n'ai absolument aucune idée du type de retombée médiatique que peut apporter encore aujourd'hui Chris Froome. Donc c'est forcément qu'il fait parler, forcément qu'il y a un minimum de rentrée pour l'équipe, mais à côté de ça, vu qu'il y Mais a c'est pas plus du Sagan, je tout pense. de... Enfin, après, c'est vrai que je sais pas trop non plus, mais je Non, pense et que. puis c'est vrai qu'il n'y a plus du tout de résultats. Même Sagan, même s'il est... Bon, c'est vrai que pour l'instant, il est en difficulté, mais jusqu'ici, il arrivait encore à faire quelques résultats. Mais Chris Froome, il n'y a plus grand-chose et on ne sait pas. Enfin, je pense il a un contrat qui va le mener jusqu'à son retrait des Oui, jusqu'à pelotons ce et qu'il en que ait marre, quoi. voilà. En gros, c'est ça. Maintenant, c'est vrai il y a plusieurs philosophies. J'ai l'impression dans le sponsoring qu'il y a certaines équipes qui vont beaucoup investir sur des stars particulièrement vieillissantes, mais ça va quand même faire parler. Et d'autres qui vont essayer de lancer surtout des jeunes talents, mais qui vont se illustrer par leurs résultats, même si le budget n'est pas forcément là. Ouais, alors je vais prendre deux, trois dernières questions, puis après on va clôturer parce que je vois que l'heure tourne. Il y a une question, et c'est vrai qu'elle est intéressante, parce qu'à l'heure actuelle, on voit quand même de plus en plus de contrats qui sont cassés, ou des propositions, hein, comme Ineos l'avait fait avec Pogacar, et Cofidis nous demande, Greg, est-ce qu'on pense que Girmay, malgré sa prolongation, va rester? Est-ce que tu penses qu'il peut avoir une grosse offre d'UAE, de Jumbo, d'Ineos, et finalement qu'il n'aille pas au bout de son contrat, même s'il prolonge? Une possibilité. Après, ça restera à voir, mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Donc, je me dis que si jamais il venait à faire encore de très gros résultats, et même s'il continuait à gagner d'autres épreuves du World Tour notamment, enfin, il n'est pas du tout à exclure qu'il reçoive une grosse offre d'une des armadas du peloton. C'est pas du tout exclu. Maintenant, ce sera à voir. Enfin, faudra voir quel type de contre-offre pourrait faire Intermarché ou Antigobert, et si Binyam Girmay serait à même de rester dans l'équipe qui l'a fait accéder au World Tour. Ce sera à voir aussi, mais c'est vrai que souvent c'est difficile de résister, on va dire, à l'appel des sirènes de certaines des grosses armadas du World Tour. Mais clairement, ça reste une possibilité qu'une grosse armada lui fasse une offre s'il continue sur cette lancée et qu'il obtient encore de gros résultats. Mais après, il a l'air d'être attaché quand même au côté famille, hein. Binyam Girmay, comme on l'a vu là, avec l'exemple où il souhaitait absolument rentrer en Érythrée, ce qui est tout à fait compréhensible. Et la clé, c'est peut-être, ouais, comme tu disais, Greg, la volonté un peu du sponsor, parce qu'on le sait, Intermarché a quand même une surface financière assez grande, donc s'ils veulent vraiment payer cher Binyam Girmay ou l'entourer par des coureurs de premier plan, ils le pourront. Mais c'est le cas pour beaucoup de sponsors. En fait, je parle souvent de l'exemple de Rally Cycling, qui est en deuxième division, mais Rally, c'est la plus, enfin c'est pas Rally, mais la maison mère de Rally, c'est la plus grosse société de mutuelle américaine qui fait, je crois, un truc comme 15 ou 20 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc c'est vraiment une question de volonté. Est-ce que les sponsors veulent mettre autant d'argent dans le vélo ou pas?
Et si Intermarché veut le faire dans le vélo parce qu'elle considère qu'il y aura un gros retour sur investissement possible, elle le pourra, Greg. Ouais, tout à fait. Et bah, après, faudra voir pour Guilhermet comment ça va se passer. Mais clairement, il y a des sponsors qui investissent pour l'instant à une certaine hauteur et qui peuvent augmenter leur participation et d'autres Qui qui sont mettent déjà au déjà, taquet, ouais. ouais, qui mettent déjà tout ce qu'ils peuvent et qui ne cesseront peut-être de baisser un peu leur engagement en cas de crise ou enfin de résultats assez moyens. Donc, du coup, c'est vrai que ça peut changer pas mal de paramètres. Certaines équipes ont peut-être certaines possibilités d'augmenter leur participation, tandis que d'autres ne le pourront pas et seront toujours à la recherche de co-sponsors pour se maintenir, ne serait-ce que pour se maintenir justement à leur niveau actuel. Oui, parce que pour citer quelques exemples, pour que nos auditeurs, enfin les personnes qui nous suivent sur le chat puissent se faire une petite idée, Bike Exchange, EF Education, même DSM, bon, Astana c'est un cas particulier, je pense que c'est des équipes enfin des sponsors qui ne peuvent pas aller beaucoup plus haut, sous peine de couler un peu leur boîte. C'était le patron de je ne sais plus quelle équipe, je crois que c'était Riwal, tu te rappelles de cette équipe danoise, Greg, qui disait que il ne pouvait pas aller plus haut parce que même si plus haut il aurait un retour sur investissement, la taille de sa boîte ne rendait pas la chose intéressante en fait et ça lui servait absolument à rien d'avoir une énorme visibilité parce que de toute façon il ne pouvait pas plus grandir qu'il le faisait au moment où il avait son équipe, donc il avait dû se résoudre à arrêter, mais quand tu n'as pas les reins assez solides, entre guillemets, pour mettre beaucoup d'argent, ça devient plus compliqué que forcément si tu es un sponsor État comme UAE ou une société blindée comme Ineos ou d'autres, hein, comme Arkea, comme Cofidis, etc., quoi. Ouais, effectivement. Et puis après, il y a d'autres paramètres qui peuvent rentrer en jeu pour notamment certaines équipes qui se retrouvent un peu entre deux divisions, enfin, ou certaines qui n'arrivent pas à être dans le World Tour et qui se retrouvent un peu qui se retrouvent un peu en Conti Pro, enfin en ex Conti Pro, quoi, et qui se retrouvent comme potentiellement invitables sur les grands tours, mais qui n'arrivent pas à participer au moindre grand tour et qui se retrouvent du coup avec certains soucis de visibilité notamment et qui du coup se retrouvent en difficulté un peu tous les ans à essayer d'obtenir de nouveaux sponsors ou alors qui essayent d'obtenir une rallonge supplémentaire de leurs sponsors actuels et tous les ans en fait on voit un peu toujours quasiment toujours les mêmes managers en fait en difficulté à essayer d'obtenir de nouveaux partenariats sans cesse ou de nouveaux en tout cas de nouveaux petits sponsors qui viendraient s'ajouter au sponsor principal. Il y a quand même pas mal de ces équipes qui sont en deuxième division, qui sont souvent en difficulté ou qui sont souvent menacées de disparition parce qu'elles n'arrivent pas tout simplement à avoir le calendrier qu'elles aimeraient avoir, en tout cas au niveau des épreuves les plus prestigieuses, et ça les met en difficulté chaque année. Ouais, tout à fait. Puis on peut prendre plusieurs exemples. Je pense à BNB, là, parce qu'elle apparaît dans le classement. Malheureusement pour Jérôme Twino, il l'avait dit, je crois, dans une ou plusieurs interviews, il y avait un coureur amateur qui était très bon et qui est toujours très bon cette année, c'est Jean-Louis Leny. Jean-Louis Leny qui était intéressé pour aller chez BNB, Jérôme Pinot était intéressé pour le faire signer. Mais malheureusement, on a des contraintes budgétaires telles qu'on ne peut pas se permettre de signer un néo-pro comme lui, qui est au salaire minimum, c'est-à-dire je crois que c'est 32 000 ou 34 000 euros bruts. Vous vous rendez compte, enfin, c'est absolument rien du tout. Quand on parle de millions pour UAE, pour Ineos ou pour d'autres d'un côté, de l'autre, tu as des formations grecques qui ne sont pas capables financièrement de payer ne serait-ce qu'un coureur supplémentaire. Et pour finir peut-être l'émission là-dessus, on a aussi l'exemple de Gazprom Russe Vélo, la structure russe qui a été contrainte à l'arrêt par les instances internationales. Elle a une vingtaine de coureurs sous contrat. Dedans, il y a de très bons coureurs. Il y a Andrea Piccolo, il y a Mathias Vasek qui s'est imposé lors de l'UAE Tour. Mais tu as aussi des Zakharine, tu as José Manuel Diaz qui a gagné le Tour de Turquie l'an dernier.
et d'autres jeunes, hein, je pense qu'il y a Kevin Rivera, etc., etc. Mais ces coureurs, en fait, ils n'intéressent pas forcément des structures World Tour parce qu'ils n'ont peut-être pas le talent ou le potentiel pour prétendre à une place comme ça en cours de saison. Je pense qu'il y a beaucoup de pro-teams qui seraient intéressés, justement les équipes que tu cites, hein, les Burgos, les Carrara, les Bardiani, les BNB, etc., par quelques coureurs de l'effectif. Mais malheureusement, ces coureurs risquent de se retrouver sur le carreau jusqu'à la fin de la saison ou attendre un potentiel contrat de stagiaire parce que personne n'a les moyens au pro-team de les payer tout simplement. Ouais, en gros, c'est ça. Il y a, les équipes pro team actuellement affichent plus ou moins complet par rapport à leur capacité de financière, on va dire. Et seulement certaines équipes du World Tour pourraient peut-être faire une place, mais là aussi c'est compliqué. Je pense qu'il y a certaines équipes, notamment Lotto Soudal, s'il n'affiche pas complet par rapport à ce qu'autorise la limite de l'UCI, je pense pas que ce soit par hasard, c'est qu'ils sont certainement au taquet aussi. Il y a pas mal de ces équipes-là qui, à mon avis, ne peuvent pas non plus. Et au final, ceux qui le peuvent sont ceux qui ont les plus gros budgets. Donc la plupart affichent déjà complet, mais peut-être qu'il y a une place par-ci par-là. Mais justement, vu que la plupart sont les plus grosses armadas, elles ne sont pas forcément intéressées par des coureurs, on va dire, moyens de deuxième division. Tout à fait. Alors, je pense qu'on peut conclure l'émission là-dessus parce qu'on vient de passer l'heure de débat. Greg, à moins que tu aies d'autres choses à dire sur le sujet. Pour moi, non, si ce n'est qu'il me semble avoir vu que Gazprom essaye, la structure de l'équipe en tout cas, essaye de trouver un repreneur et je ne sais pas ce qu'il en serait au niveau de l'UCI si un sponsor venait à arriver et si l'équipe changeait de pavillon, notamment de licence, passait dans un autre pays. Je ne sais pas si l'équipe pourrait reprendre ou pas. Donc, en tout cas, j'ai vu sur leur Facebook qu'ils cherchaient un partenaire pour éventuellement finir la saison. Donc, peut-être à suivre. À suivre, en effet. Et je crois d'ailleurs qu'il y a Michael Kekrelé, je ne sais pas comment on le prononce, je suis absolument désolé, qui a signé chez Elkov, l'équipe continentale tchèque. Donc ça doit être le premier coureur à avoir retrouvé un point de chute. Et pour faire la précision sur cette histoire de licence, en fait, la particularité du vélo, c'est que les licences à 99% n'appartiennent pas aux sponsors, mais elles appartiennent à des personnes. Par exemple, EF Education, la licence appartient à la société détenue par Jonathan Vogter, ça n'appartient pas au sponsor EF Education. Et idem pour plein d'autres équipes, hein. À part les sponsors d'État, ce n'est pas les sponsors qui ont le pouvoir sur les équipes à ce niveau-là. C'est ce qui permet aussi d'en rechercher un autre sans forcément avoir l'accord du sponsor ou qu'il décide tout simplement de la bazarder. Donc là-dessus, je pense que Greg, on peut clôturer. Au niveau des rendez-vous, demain soir, on essaiera de vous faire une petite présentation du Tour des Flandres, certainement aux mêmes heures, parce qu'on va attendre d'avoir une start list assez fiable, parce que vous l'avez vu aujourd'hui, il y a eu une grosse incertitude au niveau de Wout van Aert. On ne sait pas s'il sera au départ du Tour des Flandres, parce qu'il a été annoncé malade par la Jumbo-Visma. Donc on va essayer d'attendre le dernier moment pour vous faire cette présentation. Mais si elle a lieu, ce sera demain aux alentours de 18h, 18h30. On verra si on est assez nombreux. Puis dimanche, on se donne rendez-vous pour la sortie du dimanche où justement on débriefera ce Tour des Flandres qu'on annonce quand même, Greg, assez spectaculaire, parce que même si Van Aert n'est pas là, entre l'Armada Jumbo, Pogacar, Van Der Poel et une Quick-Step revancharde, ça s'annonce plutôt pas mal. Tout à fait, je pense qu'il devrait y avoir du spectacle et qu'il y aura quand même pas mal d'équipes qui auront le couteau entre les dents, qui essaieront d'obtenir un excellent résultat, notamment justement la Quick Step qui devrait avoir à cœur en tout cas de briller après un début de Flandrienne compliqué. Ouais, merci à tous de nous suivre toujours aussi nombreux. Merci à ceux qui sont abonnés ou qui nous suivent. Et en attendant la prochaine émission, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site ou sur le forum où il y a des topics pour toutes les courses qui vont avoir lieu ces prochains jours. On a parlé de la route à Delhi, la course des glaces mais il y aura aussi le Tour de Thaïlande qui débute demain matin et Zach a fait une super présentation
Sur le forum, on a aussi le triptyque des monts et châteaux, si je ne dis pas de bêtises, le Grand Prix Miguel Indurain, la Volta à Limbourg et bien sûr le Tour des Flandres. Donc pas mal de courses à venir là sur ce week-end. Alors que la semaine a été un peu plus calme, mais ça fait du bien aussi parfois de pouvoir se poser un peu. Donc merci Greg, bonne soirée à tous et normalement rendez-vous demain en fin d'après-midi pour une nouvelle émission des commissaires de course. Ciao! Merci, salut tout le monde.